la demande qui m'avait été adressée, c'était au départ de vérifier comment les évolutions contemporaines, technologiques, géopolitiques, venaient bouleverser les positions de l'Église catholique, en particulier sur ce fameux concept de la guerre juste, avec un sous-entendu que ce concept était plutôt raffilié du côté des catholiques dans le paysage écuménique. Évidemment, la réalité est un peu plus complexe. Il y a aussi une tradition non-violence au catholicisme qui est un peu récurrente, que ça aille de Joseph Comblain jusqu'au pape François. Et puis surtout, l'emploi d'armes de destruction massive, en gros, Hiroshima a largement disqualifié le concept. Et surtout, plus fondamentalement, notre éthique ne se limite pas à définir des principes de discernement. Et si on pense qu'on est appelé à la suite du Christ à prendre le risque, la proximité et de la solidarité avec les plus vulnérables, et qu'on se met à hauteur d'homme, à l'aune de la souffrance de chaque personne singulière, on voit bien que la guerre, c'est tout simplement intolérable. Voilà. Sauf qu'on organise toujours la légitime défense, sauf que ce concept est encore enseigné, non seulement en faculté de théologie, mais on le retrouve dans le catéchisme de l'Église catholique, voilà, sous l'item de la légitime défense, sauf qu'on le retrouve dans les déclarations magistérielles. Alors, qu'en est-il? Alors, en gros, je vais d'une part me faire l'écho, tout en rappelant de quoi il s'agit, n'est-ce pas, dans ce concept, du fait que et que démontre très bien Christian Mellon, d'une évolution de l'usage de concept, et qu'aujourd'hui, quand on y fait référence, c'est pour délégitimiser la guerre, c'est-à-dire pour prouver que la guerre en face, elle est injuste, dans l'immense majorité des cas. Ça, c'est un premier point. Et puis, l'autre point, je me suis dit, si c'est enseigné, etc., est-ce que par hasard, ce concept, ou du moins ces éléments, ne seraient pas toujours sollicités, mais de manière soit dissociée, soit implicite, dans toutes les évaluations éthiques de la gestion militaire des conflits contemporains? Alors j'ai un peu fait, voilà, sur un ou deux points, j'ai fait des sondages, et l'idée était, si c'est encore le cas, c'est pertinent, quels sont les enjeux, voilà, est-ce que on peut le valoriser, y compris évidemment aujourd'hui dans l'idée de poser des conditions de la paix. Voilà, alors, premier temps, se remettre d'accord sur la définition du concept et commencer à voir comment il évolue. C'est un vieux concept, donc je ne vais pas remonter, vu le peu de temps qu'on a, jusqu'à Augustin et Thomas d'Aquin. Si vous voulez vraiment, c'est la Prima Secondae 40. Bon, un vieux concept qui a subi moult évolutions et précisions au fil de l'histoire. Je vous dis juste avant qu'on distingue traditionnellement le jus ad bellum, le droit de faire la guerre, et puis le jus in bello, je régule la manière de faire la guerre, dans les moyens. Alors, en gros, si je voulais le résumer, mon jus ad bellum, il faut qu'il y ait une cause juste. L'exemple, voilà, la légitime défense. On a une autre variante aujourd'hui avec tout ce qui serait autour du droit d'ingérence. Mais évidemment, je ne peux l'envisager que si tous les autres moyens, négociations politiques, etc., ont échoué. Puis il faut quand même qu'il y ait une bonne intention. Parce que voilà, on peut instrumentaliser une juste cause pour déclarer la guerre en vue d'accroître pouvoir, richesse, etc. Donc il faut que ça soit accompagné de la bonne intention. Le 17e, 18e a rajouté, parce qu'on était vraiment là avec le développement des États-nations, une condition juridique qui est la décision par l'autorité politique légitime. Mais vous voyez que ça laisse demeurer le droit à l'insurrection contre la tyrannie. Un quatrième critère, ce serait ce qu'on appelle la proportionnalité. Eh bien, quand bien même tout ce qui est avant est présent, je dois m'abstenir si les conséquences délétères de la guerre sur les populations sont catastrophiques et pires que celles de l'abstention de la guerre. Et évidemment, alors vous voyez que là je l'ai daté de Paul VI, quand on est avec Jean-Paul II, ou les conséquences sur l'environnement. Aujourd'hui, on va être sensible à ça. Voilà. Mais aussi, par exemple, le maintien durable d'une population dans la terreur, non-proportionnalité de ce qui est engagé va condamner le terrorisme.
Le jus in bello, ça va nous ajouter un principe de discrimination qu'on connaît tous sur le modalité de l'humanitaire, épargner les non-combattants civils, le soldat blessé, il est devenu un non-combattant, voilà, tout ce qui va être favoriser l'assistance sanitaire aux victimes. Ça va nous valoir, ça, ce principe de discrimination, tout ce qui va être les armes de destruction massive ou les armes à retardement, hein, qui agissent 10 ans après la paix, vous sautez toujours sur votre mine, ceci est disqualifié par ce principe. Et tout ça fait que plus on est en montée de puissance technique, plus la légitime défense est le seul motif recevable dans l'attente ou l'espérance d'une régulation supranationale. Et il y a eu des déclarations dans ce sens, que ça aille du Conseil de sécurité de l'ONU ou pour le magistère romain. J'ajoute même que la fabrication et le transfert des armes, même à visée de légitime défense, si je dois pouvoir me défendre, j'ai besoin d'armes, actuellement se trouvent parfois parfaitement condamnées, là aussi à cause de l'évolution des techniques, parce que lorsque la quête d'efficacité motive une augmentation indéfinie des stocks, ou simplement de la puissance d'action, et je suis toujours en train d'acheter les armes les plus récentes, alors là, il y a quelque chose d'une disproportion et d'une perte de la proportionnalité et de la discrimination qui fait qu'on rentre dans les alertes du jus in bello. Et puis, si je voulais vraiment dire ce qu'il faut faire, il faut ajouter, est apparu au fil du temps, le jus post bellum, c'est-à-dire en gros, c'est pas n'importe quelle paix après, hein, on retrouve la qualité de la paix. Et pour qu'il y ait une paix qui tienne dans le temps, il va falloir une action politique et sociale, travailler sur les plans éducation, la réforme des États, la réforme du système des relations internationales. Il faudrait ajouter tous les travaux de mémoire, de réconciliation, y compris quelquefois l'analyse critique des discours de l'Église. Bon, les prédications de guerre, ça laisse rêveur. Voilà. Alors ça, on voit bien. Et puis j'ai ajouté, bien sûr, la promotion de la justice économique et écologique. Voilà, quand on voit une association comme Pax Christi, on voit bien à quel point la manière dont elle se positionnait au départ sur des questions de négociation, et puis la manière dont maintenant on est massivement aussi dans le jus post-bellum, si vous voulez, ou pré-bellum, d'accord, hein, voilà. Quand on voit tout ça, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut prendre, alors il ne faut pas que je me trompe, ça doit être ça, on peut, avec Christian Mellon, prendre acte du fait que, de fait, quand on regarde le concept aujourd'hui tel qu'il est utilisé par le magistère catholique, c'est vraiment une perspective restrictive et c'est plutôt pour démontrer la justice de la guerre dans la plupart des cas. J'ai repris 2 citations, l'une de Pacem in Terris, Jean 23, qui va dire « Il devient humainement impossible de penser que la guerre soit, en notre ère atomique, d'accord, le moyen adéquat pour obtenir justice d'une violation de droit. » Mais vous voyez que dans la même période des années 60, c'est OK pour la légitime défense et pour le renversement d'un pouvoir tyrannique. Donc il va pouvoir y avoir des exceptions. Ou encore Jean-Paul II, la guerre est le moyen le plus barbare et le plus inefficace de résoudre les conflits. Oui, mais il y a quand même le droit d'ingérence pour désarmer l'agresseur. Je voudrais aussi insister sur quelque chose que je n'ai pas marqué là. Quand vous voyez la définition, l'extrait de Jean 23, un moyen adéquat pour obtenir justice d'une violation de droit, et ce n'est plus ça, c'est vraiment inverser ou refuser la définition que Grotius avait mis en 1625, où la guerre juste était définie comme la poursuite d'un droit par la force armée. Donc ça, c'est non. Oui, bon, c'est pas possible, hein, c'est bien ça qui vise. Ça veut dire que toute une modalité de discernement pour aboutir à dire qu'une guerre est juste ou injuste, au moment de Grotius, c'est en train de s'essentialiser dans une définition de la guerre juste. Ceci, c'est terminé. Et c'est une alerte pour nous à chaque fois qu'on commence à essentialiser la définition de la légitime défense. Là, d'accord, hein, voilà. Là, je pense que c'est un pas important de méthodologie et de critique qu'a posé Jean 23, donc en 63. Voilà, donc ça, c'était le premier temps. Voilà, en gros, Christian Mellon m'a convaincu de fait. Et puis, deuxième temps, je me suis dit, mais est-ce que ce concept ne serait pas encore présent
de manière implicite. Est-ce que je vais le retrouver si je fais quelques explorations? Et j'ai choisi 2 lieux, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Commençons par la défense du droit à la migration à ius ad bellum. Vous voyez bien que mon titre est un peu polémique. Alors, pour vous dire un peu les affaires, là, on voit bien, en ce moment, on voit très bien que les frontières, c'est un élément crucial en stratégie militaire et que quand il y a effraction de la frontière, c'est l'acte significatif de l'entrée en guerre, voire sa justification de l'autre côté, de la réponse. Alors, en fait, c'est pas si évident que ça aujourd'hui, puisqu'on a eu une relativisation du rôle des frontières. Le terrorisme, ça n'a pas besoin de sauter la frontière, c'est de l'intérieur, les cyberattaques, c'est de l'intérieur, ou alors la guerre se situe loin de chez nous, on se bagarre pour la territorialisation des océans, et on se bagarre à distance, hein, quand c'est pas de l'espace. Donc on voit bien que, voilà, il y a un côté en frontière, il y a même aussi un discours sans frontiériste au niveau économique, mais alors, au moindre moment, il y a des migrants et on voit apparaître des murs, il y a un Covid et on voit apparaître d'autres types de murs. Donc on est vite retourné dans un contexte protectionniste et dans ce cas-là, si on essaye de relire le travail du droit à la migration, on va se rendre compte qu'on pourrait le traiter de manière analogue à un ius ad bellum. Oui, je rentre chez vous, mais j'ai une raison valable, j'ai une situation de détresse, j'ai le droit de revendiquer le droit d'asile, je n'ai pas d'intention mauvaise, je ne suis pas terroriste, je requiers bien la décision légitime de la part d'États-nations reconnus, et dans le meilleur des cas, il faudrait que ce soit pensé des deux, de l'État dont je pars jusqu'à l'État où je viens. Bon, quand c'est une question de droit d'asile, on n'est pas parti pour ça. Et il y a toutes les questions de proportionnalité qu'on voit apparaître dans les discours politiques sur ça va être quoi les conséquences délétères de la migration quand ils vont arriver chez nous, mais par rapport à la situation chez eux, et on fait un double poids. Quand je vous raconte tout ça, vous voyez bien que c'est pas si simple. Allez démontrer votre situation de détresse, dans toutes les limites entre le politique et l'économique, démontrer que vous n'avez pas d'intention mauvaise. Les décisions légitimes, quand on fait jouer votre qualité de citoyen ou de non-citoyen ou de citoyen de seconde zone, les gens ont bien du mal à faire reconnaître leurs droits, et la proportionnalité joue aussi beaucoup sur les degrés de citoyenneté et oublie quelquefois les droits humains basiques. Donc c'est pas si simple. Mais ce qui me semble évident, si j'en suis là, c'est qu'au moment où on regarde comment fonctionnent ces éléments du concept de guerre juste, on n'est plus devant une définition de ce qui serait un conflit juste. On est dans une grille d'analyse de cas. Je me croirais dans mon comité éthique, on est en train d'analyser la situation. Il ne faut pas oublier tous ces éléments-là. Donc on explore progressivement tous ces éléments-là, et ces éléments vont être les lieux de l'ouverture du discernement éthique. Et voilà, on est dans une grille de discernement éthique. Il faudrait évidemment ajouter à ma grille de discernement éthique le ius in bello, et vous voyez bien quand on regarde la manière dont les frontières sont de plus en plus sécurisées, que vos migrants se retrouvent dans des traversées maritimes dangereuses où on les laisse rentrer en mer pendant un petit moment avant de daigner les accueillir, qu'ils passent des montagnes enneigées sans aucun matériel adapté parce qu'ils veulent éviter telle ou telle procédure. Ça ne fait, mesure sécuritaire, que de renforcer l'insécurité, et arrive à ce moment-là le critère de discrimination qui dit, excusez-nous, vous provoquez des victimes civiles, y compris des enfants. On pourrait dire la même chose, ces mineurs non accompagnés que vous ne prenez pas en charge suffisamment dans le pays d'accueil. Voilà, vous en rajoutez. Vos frontières que vous avez transformées en prison intraversable, voilà, hein, toute la manière dont on va avoir plutôt une critique du type ius in bello, ça ne va pas. Donc on voit bien qu'en contrepoint, on a un devoir éthique de penser la gestion de la frontière en tant qu'elle est un lieu où les personnes exposées à l'altérité deviennent vulnérables. On n'est plus dans le droit du pays d'où on quitté, on n'est pas encore dans le droit du pays où j'arrive, et là il y a un no man's land, et qu'il va bien falloir que les deux États pensent ensemble cette frontière et assurent en même temps passage, sécurité, etc., puisqu'on est aux limites des droits nationaux.
Et puis, en amont, on voit bien que la matérialisation de la frontière, ça a été une négociation, que dès que l'équilibre géopolitique évolue, comme par hasard, il y a des conflits de territoire qui ressortent. Quelle était la légitimité des conventions passées? Sur quoi on fonde nos conventions aujourd'hui? Bon, je vous passe tout ce qu'on peut dire pour ne pas être trop longue, mais on voit bien qu'il y a une histoire de reconnaissance apaisée des différences, que ça devrait être sur un arrière-fond d'une humanité universelle, mais je ne veux pas non plus dénier l'importance de gérer un territoire personnel. Et j'aimais bien cette analogie qu'a fait Alain Thomasset en disant que c'est un peu l'histoire de la propriété privée et la destination universelle des biens. La propriété privée, c'est des moyens, qui d'ailleurs peuvent diversifier selon les lieux du monde, d'organiser cette destination universelle des biens. Et du coup, ça demeure la dimension fondamentale et je peux avoir des impératifs à ce nom-là. Et dans les questions de frontières, ça va préserver la possibilité d'un droit supranational, même si c'est de la responsabilité de la nation de poser des règles et de les faire de manière bénéfique. Voilà, donc on est devant cette question. Un autre point, si la frontière, c'est le lieu d'exposition des différences, il y a de fortes chances que ce soit ambivalent et que la vision positive de la différence, c'est pas donné, c'est une responsabilité éthique. Il va falloir lutter contre toutes les dimensions d'exclusion, d'injustice, de reconnaissance. Alain Thomasset parle de compassion, de miséricorde, d'hospitalité. Au fait, je viens complètement de quitter le droit et le jus. Je suis dans un autre domaine éthique. Ah, c'est révélateur. C'est assez révélateur dès que je veux être en jus post ou pré-bellum. Ça va, j'ai encore du temps? 5 minutes? Bon, vous allez avoir droit à un deuxième exemple brièvement. Les drones militaires. Je fais exprès de partir dans ce qui pourrait être du jus in bello, la technique. Voilà, alors je vous dis juste brièvement, on est d'accord, des armes de destruction massive, voire retardement, ça passe plus en jus in bello, parce que ça ne respecte pas le principe de discrimination. Et en plus, plus on pense impact éthologique, plus on va penser conséquences disproportionnées d'une entrée en guerre et des techniques utilisées, et on va avoir même un jus ad bellum qui va pas passer. Bon, et bien à chaque fois qu'il y a une nouvelle technique, c'est reparti. Alors, le jus in bello, quand il y a de la technique, au début, on a un usage des drones militaires qui nous dit, voilà, c'est bien, ça va enfin programmer des frappes plus ciblées, on aura moins d'effets collatéraux, et puis on ne risquera plus en plus la vie de nos soldats. Et il y a eu quelques discours largement illusoires sur la stratégie zéro mort. Oui, alors évidemment, quand vous faites une enquête, ça ne donne plus du tout la même chose. Et en gros, ce qu'on peut dire, c'est que non seulement les tirs ne sont pas si précis que ça, mais il y a beaucoup d'erreurs de ciblage, et que lorsque les cibles n'ont pas été identifiées par une enquête précise auparavant, mais qu'on joue sur de l'intelligence artificielle et des algorithmes qui vous utilisent des indices du style rassemblement, déplacement inhabituel, changement de direction, je vous laisse imaginer le taux d'erreur. Et Grégoire Chamaillot va jusqu'à dire que voilà, maintenant le zéro mort, c'est du côté militaire, celui qui pilote son drone des États-Unis ne risque rien, mais alors du côté des civils, je ne vous dis pas le taux de tolérance des erreurs. Plus vous dites ça, et plus vous ne pouvez pas en rester en jus in bello, donc vous passez en jus ad bellum, parce que, je vais passer moi aussi, de fait, la légitime défense, quand c'est une lutte contre le terrorisme, comme souvent, c'est ce qui a été en même temps l'indication de ces drones qui vont se promener au-dessus d'un certain nombre de pays supposés habités par des terroristes, mais vous mobilisez contre un danger supposé toujours présent et imminent. Et hop, vous sautez par-dessus la juste cause qui voulait se répondre à une agression. Vous voyez, elle est tout le temps là, l'agression, j'ai plus besoin de justifier, elle va arriver. Je vous passe le principe de bonne intention, parce qu'il y a derrière du leadership politique ou économique. Principe de proportionnalité, évidemment, ne va pas, parce qu'un ciblage aléatoire, c'est pas seulement les gens que ça tue de manière injuste, c'est la population qui est terrorisée, de savoir qu'elle a des drones au-dessus de la tête, quelquefois audibles mais jamais visibles, et on ne sait pas quand ça va vous tomber dessus.
et vous n'avez plus la possibilité d'aucune vie politique quotidienne et une terreur silencieusement organisée sous l'égide de la loi. N'hésite pas à écrire l'un ou l'autre article. Donc, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Si je passe là pour vous dire qu'on aurait le même problème avec la légitimité, là je dis du moment où on passe de l'observation à une frappe meurtrière, parce que ces drones étant opérés à distance, ils sont en fait avec des opérateurs dispersés dans le monde, et c'est pas gagné que ce soit le même qui voit avec l'information, qui décide qu'il faut y aller et qui pousse sur le bouton. Et vous avez des responsabilités diluées dans des coins du monde différents. On va dire, ça dilue la responsabilité. Une autre chose perverse, alors qu'on pouvait penser que le soldat a sa vie protégée, par contre, il n'est pas protégé, au moins pour une des catégories des décideurs, du fait de voir la mort en direct. Parce que de fait, on voit un certain nombre de signes. C'est extrêmement difficile au plan psychologique. Ça donne qu'on déshumanise la cible pour pouvoir y arriver et on se cible la qualité technique du tir. Et quand on va avoir des enquêtes sur des minutes des échanges, c'est à faire peur, quoi. Pour y arriver, les gens ont déshumanisé leur cible. Et si vous avez une modalité de la pratique de la guerre qui oblige à déshumaniser l'adversaire et qui dissout la responsabilité du soldat, comment voulez-vous lui accorder la moindre légitimité morale? Je vous fais une petite remarque à ce niveau-là, à quel point c'est presque encore plus visible chez les drones, à quel point on est dans des réalités systémiques. J'ai commencé tranquillement par mon use in bello, et dès qu'un aspect commence à disjoncter et que je commence à regarder les autres, tout bouge, tout disjoncte. On est vraiment dans des systèmes, j'allais dire, du monde systémique à Edgar Morin où tout bouge. Voilà. Donc, que conclure de ces deux exemples? Eh bien, que la fonction conférée aux principes de la guerre juste, si je les appelle encore des principes, c'est de déterminer des critères, mais qui sont plutôt des critères d'évaluation ou de manière de penser les choses. Et voilà, hein, c'est ma fameuse grille d'analyse. Et c'est pour ça d'ailleurs que d'un seul coup, j'ai mis les principes. Vous voyez, c'est la grille d'analyse, c'est pas un concept. Voilà. Et au bout du compte, ça va me permettre de commencer à argumenter, de commencer à poser des conditions de la paix. Voilà, je suis vraiment dans ce fonctionnement. Poser les conditions de la paix, c'est quand même un petit peu, en fait, la visée de l'ancien concept de guerre juste, mais nous savons que son histoire est aussi ambiguë que celle des conflits qu'il était censé réguler. Et pour moi, le problème, c'est que tous ces arguments, qui par ailleurs sont pertinents, demeurent quand même toujours particulièrement en surplomb par rapport aux victimes de ces conflits. Or, il n'y a que la proximité aux personnes affectées par la guerre, d'abord, qui va nous permettre d'éprouver l'urgence de l'action en faveur de la paix, et surtout qui va nous permettre de poser un discernement qui soit aussi informé par une pratique effective, j'ai dit de la charité parce qu'on est en monde chrétien, mais de l'hospitalité, de la protection, qui est due au prochain, au titre de la vulnérabilité. Et ça veut dire que tout ce travail d'analyse, de détermination, d'application ou non de tels critères qui me permettent d'évaluer la situation, ça ne peut pas constituer le seul fondement de l'agir, ni évidemment la seule action politique des chrétiens et de leur Église. L'essentiel, ça va quand même demeurer le travail de solidarité et de réconciliation. Or, quand on pense à ça, clairement, ça ne peut aboutir qu'en impliquant les personnes et les peuples concernés pour leur rendre le leadership de la construction de la paix. Donc, autant en analysant ce qui est venu du principe de la guerre juste, qui est devenu maintenant, je pense, redevenu en fait largement, une grille de discernement éthique, il faut lui accorder sa place quand on en a besoin pour éclairer un discernement, mais ça reste une place petite, circonscrite, nécessaire, mais qui doit faire système avec toute une autre expérience de travail en faveur de la paix, ne serait-ce que pour, une fois qu'on a délimité les jugements qu'on doit porter, les porter de manière ajustée. Si je n'ai aucun lien et aucune expérience de ce qu'est l'hospitalité des personnes, je ne vais pas être capable d'user de manière utile de ces critères qui étaient censés me donner l'espace de discernement nécessaire. Voilà.